Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui du rôle des syndicats dans le devoir de vigilance et les droits humains. Alors nous avons déjà abordé ce sujet dans deux podcasts précédents. Le premier, c'était le numéro 10 de mémoire avec Isabelle Schaumann, donc de la CES, et ça portait plutôt sur les débats à l'époque autour de la directive européenne, et un plus récent avec Pauline Moreau-Avila de Force ouvrière qui ont sorti un guide sur le sujet. Et aujourd'hui, pour parler de cela, j'ai le plaisir d'accueillir Anne-Catherine Kudenek. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté. Alors vous êtes secrétaire nationale Europe internationale et droits humains à la CFE-CGC. Alors peut-être pouvez-vous nous présenter la CFE-CGC et votre rôle exactement ? Oui, alors la CFE-CGC est la 4e organisation syndicale française. Elle compte à peu près 160 000 membres, principalement issus du secteur privé, des cadres, des ingénieurs, des managers pour environ 55%, mais aussi des agents de maîtrise, des techniciens et des employés. Et nous sommes la première organisation dans de nombreux grands groupes français, que ce soit dans le secteur bancaire, dans la métallurgie ou dans la chimie, ce qui fait que parfois on nous appelle le syndicat du CAC 40. Néanmoins, nous sommes aussi présents dans les TPE et les PME, et en tout cas, nous sommes très attentifs aux prochaines élections professionnelles qui vont avoir lieu à la fin de cette année dans ce secteur-là. Alors, mon rôle à moi, en tant que secrétaire nationale, c'est quelque part de faire la promotion des sujets européens et internationaux auprès de nos militants, avec évidemment le volet droits humains derrière, puisque ce sont des thèmes que l'on voit au niveau international de plus en plus présents, et aussi au niveau européen. Et en dehors de ça, donc je coordonne l'action de nos militants dans les comités d'entreprise européens ou lors des négociations qui peuvent avoir lieu, soit pour la mise en place d'un comité d'entreprise européen ou lors de la négociation d'un accord cadre mondial. Oui, on pourra revenir. Et donc au niveau de la CFE-CGC, quels sont exactement vos moyens d'action autour du droit humain, devoir de vigilance ? Comment vous mobilisez les représentants ? Peut-être du plaidoyer, des contentieux, je ne crois pas, chez vous. Mais... Alors, on a des réunions d'information avec nos militants. On a dans chaque fédération et auprès des différentes régions de France des représentants en charge donc des problématiques européennes et internationales. Donc nous échangeons régulièrement avec ces référents, puisque nous les appelons des référents, donc sur les droits humains, le devoir de vigilance, les différents développements sur ces sujets en lien avec la responsabilité des multinationales. Alors, dans un autre cadre, mais aussi très lié aux droits humains, la CFE-CGC est membre du Pacte mondial de l'ONU, du réseau France, depuis 2018, et elle a été d'ailleurs la première organisation syndicale française à adhérer. C'est là où on s'est connus d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et donc dans ce cadre-là, on intervient plus particulièrement sur les quatre thèmes du pacte mondial, à savoir les droits humains, les normes internationales, la lutte contre la corruption et l'environnement. Et justement, sur la partie environnementale, la CFE-CGC est aussi partenaire de l'Office français pour la biodiversité. Donc on a un partenariat avec eux, on a des réunions d'information sur ce sujet-là. Et nous allons également, en plus des formations spécifiques RSE de notre organisation, il y a deux niveaux de formation sur la RSE. Nous allons lancer au dernier trimestre de cette année une formation dont l'intitulé est « Quels outils pour défendre les droits humains en entreprise ?» Donc c'est une formation de 2 jours qui a l'objectif de donner les outils à nos militants justement pour défendre les droits humains en entreprise. C'est une formation qui a été intégralement construite par des salariés de la Confédération.
Donc on a complètement maîtrisé le contenu, qui évidemment répond aux normes de formation habituelles. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour saluer le travail des collaboratrices qui ont travaillé sur cette formation-là. Elles se reconnaîtront, mais je vais quand même donner leurs prénoms. Il y a Anna, Sonia et Francesca qui coordonnent l'ensemble de l'activité. Donc, dans cette formation, en fait, on va tout d'abord expliquer un certain nombre de termes. On va expliquer ce que c'est que la soft law, ce que c'est que la diligence raisonnable. On va aussi parler de ce que recouvrent les chaînes d'approvisionnement, puisque c'est un axe majeur de la responsabilité des entreprises. On va également parler des textes fondateurs en termes de responsabilité des entreprises. Textes fondateurs au niveau international, comme les principes directeurs de l'OCDE, par exemple, mais aussi la déclaration tripartite de l'OIT envers les multinationales, mais aussi, et bien sûr, les développements les plus récents au niveau européen, avec les 2 directives, la CSRD qui commence à s'appliquer, on va dire, tant bien que mal dans les entreprises, et puis la future CS3D, là qui est assez en lien avec ce qui existe déjà au niveau français avec la loi sur le devoir de vigilance, et sur laquelle évidemment on attend la publication de la version française qui n'est pas encore disponible pour le moment. C'est ouvert à tous les militants ou en particulier ceux qui sont dans les comités européens? Non, on a souhaité ouvrir en fait à tous les militants qui sont intéressés par ces problématiques-là. Et ce sont des sujets qui intéressent beaucoup nos jeunes militants. Ouais. En particulier quand on voit les actions qui sont menées contre des grands groupes en matière de respect des droits humains, mais aussi des droits environnementaux. Donc là, évidemment, on veut ouvrir au maximum, et même à ceux qui n'ont pas forcément un mandat, mais à nos adhérents qui sont intéressés par ces sujets. Et vous parliez de chaîne d'approvisionnement. Est-ce que vous encouragez... Moi, j'ai vu des cas dans des entreprises d'alerte portées par des fédérations syndicales internes, mais par rapport à des pratiques auprès de fournisseurs, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que... Mais d'ailleurs, la mobilisation générale sur ces sujets de vos militants ou des syndicats en général, et l'articulation, le dialogue peut-être avec les ONG, enfin voilà, sur tous ces sujets, c'est quelque chose que vous voyez vraiment croître depuis quelques années? On a eu des actions. Alors, on n'a pas eu des actions, je dirais, coup de poing, comme certains peuvent les mettre en avant. Par contre, on a sollicité à plusieurs reprises le point de contact national pour le respect des principes directeurs de l'OCDE. Il y a eu un certain nombre d'actions qui étaient menées en intersyndical, mais où c'était notre organisation qui était chef de file. Pour les citer, je peux les citer parce que maintenant ce sont des saisines qui sont terminées et dont les communiqués sont publics. Il y a eu une saisine d'une entreprise Molex il y a une bonne dizaine d'années. En fait, Molex, c'était une entreprise donc de la métallurgie qui avait été rachetée par une entreprise américaine, et du fait de la rentabilité insuffisante selon l'entreprise américaine, en fait, durant un week-end, elle a vidé l'entreprise de toutes ses machines, et les salariés sont arrivés le lundi matin sans outil de travail et sans qu'il y ait eu aucune information des représentants du personnel. Donc ça, c'est un des cas. On a eu aussi un autre cas avec une entreprise finlandaise spécialisée dans la fabrication de papier, qui a décidé là aussi pour des raisons économiques de fermer un site en France, et qui a en fait tout fait pour empêcher les salariés qui étaient prêts à reprendre l'entreprise sous une forme de coopérative à faire aboutir ce projet et à mettre en avant un projet de revitalisation industrielle, etc., qui en fait n'a pas abouti, et on a actuellement une friche industrielle sur les lieux, des salariés donc qui ont dû se retrouver un travail dans un bassin d'emploi très difficile, et sans respecter une possibilité de reconversion pour les salariés qui tenaient la route complètement. Et puis je dirais la dernière, alors là qui est plus récente, pour une entreprise qui a fait pas mal les devants de la scène depuis quelque temps, c'est la société Atos, qui est en restructuration,
rachat difficile, où en fait l'entreprise avait décidé de rattacher différents sites sur un seul et de supprimer en fait les représentants des salariés d'un troisième site d'une UES, en considérant qu'ils étaient représentés par les représentants qui existaient dans les autres sites. Donc là aussi, on est intervenu et ça a permis de remettre au moins les dispositifs de consultation des salariés et de retrouver donc une représentation légale des salariés sur l'ensemble des sites considérés. Donc plutôt médiation, dialogue. Nous, on considère qu'il faut épuiser tous les moyens avant d'avoir une action dure, même si on utilise tous les leviers à notre disposition, y compris le droit de grève, qui est en ce moment un petit peu malmené, on va dire aussi, au niveau de l'OIT depuis 2012. Oui, tout à fait. Et on attend une décision de la Cour internationale. On attend. Elle a été saisie. Elle a été saisie au début de cette année et on espère une décision, on dira au mieux à la fin de cette année, mais plus probablement l'année prochaine. C'est vrai que oui, vous êtes aussi représentante donc à l'OIT, c'est ça, de la CFE? Oui, en fait, on suit depuis de très nombreuses années les travaux de l'OIT. On a des postes de conseillers techniques donc qui représentent les travailleurs français à la Conférence internationale du travail tous les ans. Et donc, à ce titre-là, on essaye de promouvoir et de défendre justement les préoccupations des salariés sur différents sujets dans cette instance tripartite. Et il y en a de plus en plus des sujets. Alors revenons en France. Donc est-ce que vous avez su, même si vous ne faites pas de contentieux, vous avez dû suivre le contentieux devoir de vigilance, notamment La Poste, la première affaire sur le fond, je vous le rappelle, qui est en appel, c'est le cas de le dire aujourd'hui. Vous, comment vous avez accueilli cette décision au sein de la CFE-CGC Je dirais on l'a pris de façon assez positive parce que déjà c'était la première fois que réellement la loi sur le devoir de vigilance était appliquée, vue d'une façon professionnelle par les juges, je dirais, contrairement à ce qui avait pu être le cas avant, où on avait un peu l'impression qu'ils n'étaient pas trop habitués à ces types de contentieux. Mais c'était du social, peut-être que ça explique. C'était un peu difficile pour eux. Donc nous, on l'a vu d'un point de vue très positif, et aussi le fait qu'en fait, ça concerne la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise, mais sur le territoire français. Alors que jusque-là, on voyait plutôt la chaîne d'approvisionnement avec des impacts négatifs tout au bout de la chaîne d'approvisionnement dans des pays un peu exotiques où on se disait après tout, bon, c'est pas totalement surprenant qu'il y ait des atteintes dans ces pays-là. Alors que là, typiquement, c'était en France, d'une entreprise française. Donc, sur ce point-là, on a trouvé que c'était positif, même si pour nous, les aspects plutôt liés aux droits humains, liés aussi à tout ce qui était travail dissimulé ou conditions de travail totalement inacceptables des sous-traitants de cette entreprise-là, n'ont pas forcément été retenus dans la décision. Donc, on a l'impression que le juge s'est plutôt focalisé sur des aspects techniques présents dans la loi sur le devoir de vigilance, voilà, et que les sujets un peu plus qui allaient un petit peu au-delà et sur lesquels ils n'avaient pas trop l'habitude d'agir, ils n'ont pas saisi l'occasion. Ils n'ont pas saisi l'occasion. Mais je pense qu'il y aura d'autres occasions, malheureusement. Et donc vous avez évoqué la directive européenne, donc là elle a été adoptée, a priori pas remise en cause. Tout le monde me demande si elle va être remise en cause avec le nouveau Parlement, mais je pense que ce n'est pas possible. Je ne sais pas, peut-être avez-vous des infos. Il n'y a pas eu la traduction en français encore. Alors moi je l'ai vu, peut-être pas officielle, ouais. Mais donc elle prévoit un certain nombre. Alors déjà elle va élargir l'obligation à plus d'entreprises que la loi française, et elle prévoit un certain nombre de dispositions, et notamment d'obligations de consultation, concertation, je ne sais plus quel est le terme, des travailleurs et de leurs représentants sur la politique du devoir de vigilance. Et l'article 13 qui prévoit, lui, des échanges constructifs avec les parties prenantes
en général. Donc vous, comment vous vous préparez à accompagner vos militants ou les entreprises même directement dans l'application de cette... Alors peut-être avant d'en arriver là, moi je voudrais quand même faire quelques petits commentaires sur la directive. Le monde syndical attendait beaucoup de cette directive. On avait vu un projet qui était assez ambitieux au départ, mais qui a été malheureusement retoqué sur plusieurs points. Et en particulier, moi j'en vois 5 qui à notre point de vue, et qui nous gênent beaucoup. C'est déjà le fait que sur les 15 000 entreprises qu'on avait envisagé de voir concernées au départ, du fait du relèvement des seuils en termes d'effectifs ou en termes de chiffre d'affaires, on se retrouve à un peu plus de 5 000 entreprises qui sont concernées. Sur le territoire français, je crois que ça va faire autour de 500 et quelques... 450, voilà, entendu. autour de 500 entreprises. Donc là, très clairement pour nous, c'est dommage. Nous, on avait souhaité que la question des seuils ne soit pas ce qui dit qu'en fait, il y a une atteinte ou un impact négatif ou pas. Parce qu'on sait très bien que c'est pas la taille de l'entreprise qui permet de mesurer justement les impacts négatifs qu'elle peut avoir. Et une petite entreprise, si elle est dans un secteur critique, peut avoir des effets dramatiques, que ce soit en matière de respect des droits humains ou en matière évidemment environnementale. Et là, pour le coup, le fait que les petites entreprises dans des secteurs comme le BTP ou encore le secteur extractif ou l'agriculture ou le textile, les plus petites entreprises, voilà, les plus petites, elles soient exclues en fait du dispositif. C'est pour nous dramatique parce que en matière par exemple de pollution environnementale, on peut avoir des petites entreprises extrêmement polluantes s'il y a un problème justement dans la chaîne d'approvisionnement et le fait aussi que justement les niveaux de responsabilité dans la chaîne d'approvisionnement étaient modifiés. On ne va pas aussi loin qu'on aurait voulu en termes de sous-traitants considérés ou tout simplement en termes de traitement ou de comment dire de recyclage ou d'élimination en fait des produits. L'aval, ouais. Voilà, et typiquement c'est là où il pouvait y avoir un certain nombre d'effets dramatiques pour l'environnement et du coup les populations environnantes. Donc ça, ce sont les points particuliers que je voulais mettre en avant. Et aussi quand même un élément où là, nous, en tant que, je dirais, CFE-CGC, organisation principalement axée sur les managers et les ingénieurs, les cadres, on avait vu d'un point positif le fait qu'il puisse y avoir des incitations financières sur les dirigeants en ce qui concerne leurs obligations liées au climat, etc. Donc ça a sauté aussi. Donc c'est bien dommage parce qu'on part du principe que quand il y a une incitation financière au plus haut niveau de l'entreprise, ça porte souvent ses fruits. Et là, bon, c'est pas le cas. Maintenant, par contre, les entreprises vont devoir s'approprier la directive. Bon, il y a un certain temps pour la mise en œuvre, qui est même supérieur à ce qui est l'habitude, puisque ça peut aller jusqu'à 2029, je crois, pour les plus petites entreprises. Si on prend le délai de transposition, plus le décalage, l'application différée. Donc c'est long par rapport à la mise en œuvre d'une directive. C'est long. Bon, je pense quand même qu'il y a beaucoup de travail à faire dans les entreprises. Donc comme je disais, d'appropriation de la directive, de mise en place des outils pour l'appliquer. Et surtout, comme on mentionnait auparavant, le fait que maintenant, le contournement de la consultation des organisations syndicales et des parties prenantes devient beaucoup plus difficile. Il va falloir que ça rentre réellement dans le schéma stratégique des entreprises d'avoir cette phase de consultation. Alors, ça se faisait un petit peu parfois en termes d'information, par exemple auprès des CSE. Pas toujours auprès des comités d'entreprise européens, alors qu'il y avait une implication de la loi sur le devoir de vigilance au-delà du territoire national. Là, je pense qu'ils ne pourront pas passer sur cette information, consultation, et peut-être
mettre en place des dispositifs justement de co-construction de la stratégie de l'entreprise en matière environnementale, en matière de respect des droits humains. En tout cas, davantage que ce qui était fait. Oui, et d'où la jusqu'ici. nécessité aussi de former Tout à fait, les répondants. voilà. Si je Et puis je dire. dirais que c'est aussi la raison pour laquelle on a voulu mettre en place cette formation, parce qu'il y a quand même beaucoup d'outils, et objectivement, les militants sont un petit peu perdus. On leur demande beaucoup depuis les ordonnances Macron de redimensionnement de leur mandat. On leur demande beaucoup. Il y a eu le Covid avec beaucoup d'implications des militants dans les entreprises. Il y a eu la reprise avec malheureusement un certain nombre de plans sociaux. Donc là maintenant, on peut espérer que c'est le bon moment justement pour se focaliser sur Oui, ces parce que dossiers-là. j'imagine que c'est des sujets pour lesquels ils ont de l'appétence par nature. Et mais quel est leur rôle arriver à expliquer leur rôle à minima d'alerte, mais Alors, pas que. Je pense en fait. justement, et là je reprends encore notre rôle de syndicat de l'encadrement. Nos militants sont souvent des cadres, quelquefois des cadres dirigeants, beaucoup des cadres intermédiaires, qui ont à leur disposition quelquefois des informations difficiles. On voit de plus en plus les difficultés qu'ont les salariés, y compris les managers, à mettre en avant une loyauté sans faille de l'entreprise quand éthiquement ils ont des difficultés à mettre en œuvre des décisions. Donc là, effectivement, leur faire comprendre ce qu'est un lanceur d'alerte, ce en quoi le dispositif peut les protéger, y compris quand ils sont managers dans l'entreprise, c'est important. Donc il faut qu'ils soient là aussi outillés sur les outils dont ils disposent en tant que salariés et managers. Et qui comprennent justement en tant que manager les enjeux plus larges pour orienter éventuellement les décisions dans le cadre de ce qu'ils peuvent faire, évidemment. Tout à fait. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour tout ça. On est optimiste pour la suite, n'est-ce pas ? À nous toujours. Merci beaucoup Anne-Catherine. Merci, c'était un plaisir. C'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.